Bonjour à tous, je m'appelle Arias Dampana, bienvenue dans notre 6e vidéo. Je suis accompagné de... Tristan Venot. Aujourd'hui, on va vous parler des interfaces cerveau-machine dans la pop culture et on vous a choisi 10 films dans lesquels on a des mentions d'interface cerveau-machine et qu'on va voir ensemble. On va vous débunk un peu tous ces imaginaires. On va commencer fort, Matrix, un des grands classiques des débuts des années 2000. C'est, je pense, pour beaucoup d'entre nous, une des premières découvertes qu'on a eues des interfaces cerveau-machine. Alors concrètement, on voulait vous parler de ce truc de l'apprentissage hyper rapide du kung-fu, où vraiment on lui téléverse l'information du kung-fu. Concrètement, est-ce que c'est possible? Pour comprendre ça, on peut s'intéresser aux travaux du BrainGate, qui est un consortium américain dans lequel ils utilisent des Utah Arrays, qui sont des arrays de microélectrodes qui sont implantés dans le cerveau, et notamment dans le cortex moteur, et qui permettent de lire des intentions motrices. Mais elle est là la différence, et ce que je vous ai dit, c'est que tout ça, ça permet de lire des intentions et non pas de les écrire. Même si on stimulait électriquement nos synapses, l'apprentissage il vient d'un renforcement au cours du temps. Et donc on peut pas le faire en 5 secondes à l'heure actuelle. Ça semble impossible du fait du fonctionnement même de l'apprentissage par renforcement. L'apprentissage nécessite aussi d'autres phénomènes comme la myélinisation, qui est le fait que les axones s'entourent d'une gaine de myéline qui permet d'accélérer l'influx nerveux. Enfin, une dernière chose dont on n'a pas parlé, c'est que dans Matrix, Neo et tous les personnages qui sont dans la matrice ont le câble qui est branché en région sous-occipitale, c'est-à-dire pas directement dans le cerveau, mais au niveau de la moelle épinière. En fait, la moelle épinière, c'est la commande qui envoie les ordres, oui, effectivement, mais c'est la fin du circuit électrique. Donc, si on veut remonter la chaîne d'information pour imprimer quelque chose sur le cerveau, on va pas aller se mettre au niveau de la moelle épinière, on est obligé d'aller se mettre dans le cortex moteur. Donc c'est dommage, ça aurait pu avoir presque une bonne note, mais finalement, juste à cause de ce petit détail, on se retrouve à devoir... Lui mettre 0. Ah, Pacific Rim, c'est un film que j'adore personnellement. Un super nanar, Oui, on l'adore. Mais parce qu'il y a des énormes monstres, il y a des gros robots, ils se battent, c'est génial. Mais après, sur l'intérêt d'avoir besoin de deux personnes qui synchronisent leur onde cérébrale pour contrôler un robot, ça c'est quelque chose qui existe, ça s'appelle le brain-to-brain synchronie. On va regarder, d'un point de vue de la recherche, ce qu'on appelle l'hyperscanning. On va regarder l'activité d'un individu 1 qui fait une tâche et l'activité d'un individu 2 qui partage la même tâche ou qui regarde la même chose que l'individu 1, etc. Et on va regarder si les profils d'activité sont similaires ou en synchronie entre les deux utilisateurs. C'est une des études qui a été réalisée par Paes Verreira en 2013 où ils ont justement réussi à connecter deux rats ensemble, un qui recevait des informations sensorimotrices et qui, par Internet, envoyait l'information à un autre rat qui pouvait reproduire les actions et les tâches effectuées. Mais cette fois-ci, on parle du coup de transfert par Internet, on ne parle pas de synchronisation des deux rats qui font la même tâche exactement. Donc pour Pacific Rim, est-ce que ça avait un intérêt de le faire à deux? Bon, c'est cool en soi, mais c'est pas trop réaliste, quoi. Voilà. Le plus gros défaut finalement, ce qu'on voit, c'est que ces personnes sont quand même capables de bouger à l'intérieur de la tête du robot. Et donc s'ils sont capables de bouger, pourquoi ne pas juste porter une combinaison qui détecte leur mouvement? Donc moi je mets quand même 2-3 parce que c'est cool. Mais ça sert à rien. Allez, on attaque avec Spider-Man 2, un film de l'enfance, et surtout le super Dr Octopus avec ses 4 bras tentaculaires. Ça c'est quelque chose qui serait scientifiquement réalisable. Et d'ailleurs, c'est même le saint graal de ce qu'on pourrait rêver obtenir en interface cerveau-machine, parce qu'on a une personne qui contrôle avec des ordres conscients une machine, mais en plus de les contrôler, il reçoit un feedback de ses bras, c'est-à-dire qu'il est capable de sentir ce que ses bras sentent. Et ça, en fait, c'est ce qu'on fait tous les jours avec nos bras. Concrètement, dans des travaux de recherche réalisés par Fleischer, ils ont implanté un patient qui était paraplégique et ce patient était capable de discerner entre différentes textures grâce au bras du robot et à des électrodes intracorticales qui envoyaient un micro-signal électrique dans le cortex. Concrètement, la chose qui n'est pas réaliste en fait dans le Dr Octopus, c'est finalement le fait que cette intelligence artificielle de ces bras pourrait renvoyer de l'information et contrôler le cerveau de l'utilisateur. Ouais, le corrompre finalement.
Et donc c'est malheureusement pour ça qu'on se voit obligé d'enlever peut-être un point à Spider-Man 2, mais à contre-cœur. Elysium, un film avec Matt Damon qui va être un peu forcé de porter un exosquelette. On va carrément lui visser un exosquelette dans la colonne vertébrale. Est-ce que c'est techniquement possible de capter l'information de la colonne vertébrale? Eh bien ça, c'est justement la spécialité de l'équipe de Grégoire Courtine et de Clinatech. Donc ce sont des gens qui travaillent à Grenoble. Justement, ils ont réussi à carrément bypasser la colonne vertébrale de leurs sujets qui sont paraplégiques ou tétraplégiques. Ils sont capables de récupérer le signal et de le transférer vers directement la machine. La moelle épinière qui avait arrêté de transférer de l'information, ça redevient possible alors même qu'elle était sectionnée. Concrètement, la chose qui n'est pas réaliste dans Elysium, c'est plutôt la méthode d'installation de l'exosquelette. En fait, c'est plus le côté septicémie et installation vraiment violente que finalement, est-ce que c'est techniquement possible de le faire Plutôt finalement, ouais. Plutôt, ouais. C'est un bon 9, non, c'est un solide 9 en fait. Hein, ouais. Ouais, techniquement, c'est un solide 9, ouais. Évangélion, un film un peu bizarre parce que en fait le robot c'est la mère du héros, mais en fait il contrôle sa mère, mais en fait c'est pas sa mère, c'est un robot. Bref, ne parlons pas tellement du background de ce robot, mais plus de l'intégration sensorielle d'un robot. Ce qui est intéressant dans Évangélion, c'est que le personnage principal va ressentir les dégâts qui sont causés au robot. Et là on rejoint un peu ce qu'on a dit sur Spider-Man 2, sur le retour haptique. Encore une fois, ce serait génial d'avoir des interfaces cerveau-machine comme ça. Et c'est quelque chose qui, en fait, est fait. Concrètement, il y a des travaux qui ont été réalisés sur les macaques par Miguel Nicolelis qui ont montré que le cerveau du singe, lorsqu'il contrôle un bras robotique, va réallouer des zones spécifiquement pour contrôler ce bras robotique. Techniquement, ça veut dire qu'il y a un nouveau membre qui est créé dans l'espace de travail pour ce robot. Pour ce macaque. Ce qui fait finalement que ce bras robotique pour le macaque devient une partie intégrante de son propre corps, un peu comme le robot dans Évangélion pour le personnage principal. Donc on reste sur 1 voire 0 en termes de réalisme, mais techniquement la réintégration d'un membre et l'allocation d'un membre, oui ça c'est vrai. Alors, Minority Report, c'est un film, donc c'est vraiment de la science-fiction, mais qui fait le pari qu'il y aurait une technologie qui permettrait de prédire le comportement futur des personnes. Concrètement, ça c'est de la science-fiction, mais est-ce qu'on peut prédire des choses du cerveau? C'est exactement ce qu'ont fait l'équipe de Jerry Tang en 2023, en appliquant des modèles du type ChatGPT et donc des modèles de Transformers à des données cérébrales et donc des signaux cérébraux. Ils ont été capables de prédire sur un temps très court le signal suivant. Ça implique quoi? Ça implique qu'on est capable, en fait, en fonction des signaux à un certain moment, de prédire les signaux qui vont arriver à T+1, T+2, T+3. Maintenant, la difficulté réside dans jusqu'à quelle durée est-ce qu'on peut prédire et jusqu'à quel degré de précision on peut aller sur cette prédiction. Et c'est là qu'on va justement énormément diverger avec ce qui est proposé dans Minority Report. En théorie, ce qui est présenté dans Minority Report est possible. Même si ça pose des questions sur toutes les notions de libre arbitre, c'est possible. Maintenant, de manière complètement pratico-pratique, c'est irréalisable. Donc, je lui mets un 5, moi, personnellement. Allez, va pour un 5. Transcendance, un film un peu passé inaperçu auprès du grand public parce que pas très bon, avec Johnny Depp qui essaye d'implanter toute sa conscience dans un ordinateur. Est-ce que c'est possible? Pour répondre à cette question, on va s'intéresser à l'étude de Lichtman à Harvard qui ont scanné 1 mm3 de cerveau. Ce scanning leur a pris plusieurs années et a généré 1,4 pétaoctets de données. Pour vous donner une idée, un pétaoctet c'est 1 million de gigas de données. Un centre de recherche, tout un institut, ça va avoir quelque chose comme entre 5 et 10 pétaoctets de données, ça peut monter à plus. Donc il faudrait imaginer que sur tout un institut de recherche, on pourrait stocker les données seulement de quelques dizaines de millimètres cubes de cerveau. Donc maintenant, aller jusqu'à stocker l'entièreté d'un cerveau humain, l'entièreté d'une conscience humaine, c'est encore plus compliqué. Et ça prend ses racines dans le fait qu'on a environ
10 milliards de neurones dans notre cerveau, et chacun de ces neurones va engendrer environ dans la millier de connexions, donc on va se retrouver avec 100 000 milliards de connexions à mapper, en plus des neurones qu'on a à mapper. Et c'est ça qui fait que le problème devient d'une complexité extrême et d'une difficulté extrême à mapper. Sur la faisabilité, 10 sur 10, hein, enfin il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas, mais sur la... Non, c'est pas la faisabilité. Sur la faisabilité, zéro. Zéro, parce que sur le fait que techniquement, avec des ordinateurs infinis et un temps infini, on pourrait le faire. Peut-être. Oui, peut-être. D'ailleurs, on rejoint la même chose qu'on a vu dans Avatar. Avec les gens qui uploadent leur conscience dans Eywa. Et donc là, pareil, en fait. Il faudrait que Eywa, c'est un bon gros data center, Eywa, quoi. Alors Chappie, un film où un robot aurait eu sa conscience qui venait d'un cerveau. Donc on va pas repasser sur la partie upload d'un cerveau dans une machine, mais plus l'idée de comment le cerveau pourrait contrôler un robot en tant qu'unité de calcul. Ça, c'est ce qu'a exploré le projet DishBrain. Ils ont cultivé 800 000 neurones sur une puce électronique et ils ont appris à ces neurones par renforcement et par impulsion électrique, à jouer à Pong. Ça, c'est ce qu'on pourrait appeler de l'intelligence biologique synthétique. C'est beaucoup plus efficace énergétiquement que nos processeurs actuels, en utilisant l'énergie des neurones. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pour l'instant, ces 800 000 neurones, ils n'ont pu que jouer à Pong. Donc d'ici là, à arriver à une conscience complète pour un robot, on en est encore loin. Et on pourrait imaginer que le jour où on y arriverait, en termes de quantité, ça viendrait peut-être poser des questions éthiques qu'on ne se pose peut-être pas encore sur la création d'un homunculus, en fait. Créer un cerveau complètement artificiel à l'aide d'organoïdes, déjà on en est loin. Et en plus, la partie éthique sera certainement ce qui posera le plus problème. Dans le Total Recall, on a imprimé des nouveaux souvenirs à cet espion. Et donc, il a plus connaissance de sa vraie femme, mais il a des souvenirs d'une femme avec qui il aurait vécu toute sa vie. Total Recall, c'est déjà une réalité chez la souris, parce que c'est quelque chose qui a été réalisé par l'équipe de Susumu Tonegawa en utilisant de l'optogénétique. Un souvenir implanté, la quantité d'informations qu'on va mettre dans le cerveau, ça s'appelle un engramme. Cet engramme, il va être réalisé en stimulant par la lumière certains neurones qui étaient associés normalement à la peur. Et donc, une souris qui va recevoir cet influx va considérer qu'elle a peur de quelque chose auquel elle n'a jamais été soumise au départ. Et donc, en fait, on crée un souvenir de peur lié à rien du tout. Le souvenir de la peur, c'est un truc très élémentaire. Le souvenir de tout un passé avec la vie, avec sa femme, c'est pas la même chose. Donc, concrètement, l'engramme d'un souvenir très simple, peut-être, chez l'humain, même si l'humain et la souris, ça marche pas pareil. Mais d'un point de vue si on pouvait faire des souvenirs complexes, pas trop possible. Donc 2-3. Tron, un film qui fait qu'on joue aux jeux vidéo directement avec notre cerveau en ayant un peu notre transfert dans le jeu vidéo. Ça ressemble aussi à ce qu'on voit dans l'animé qui s'appelle Sword Art Online, où la personne va, en mettant un casque, rentrer de manière complètement immersive dans une réalité virtuelle dans laquelle il va sentir les attaques qu'on lui fait, il va sentir la nourriture, la faim, Voilà. Ça a été réalisé par Odoherty en 2011, mais sur des singes. Ils ont réussi à faire contrôler des avatars virtuels à des singes et à donner aux singes une information de texture, donc en ressortie, sur cet objet virtuel. Alors on est bien loin de l'immersion totale et complète qu'on voit dans Tron, mais c'est quelque chose qui a déjà été fait dans une plus petite mesure. Et des travaux aussi en non invasif, et pas sur le macaque mais sur l'humain, montrent que on peut mettre un humain en VR, lui donner des feedbacks haptiques de toucher et liés à son activité cérébrale. Donc concrètement, oui, c'est possible, pas avec le même niveau de complexité que Tron, mais techniquement c'est plutôt possible. Peut-être le seul endroit où c'est moins réaliste en Tron, c'est qu'ils réussissent à faire ça juste en mettant un casque sur les yeux. Et ça,
à moins que le casque puisse envoyer avec beaucoup de puissance dans le cerveau de l'information par TMS ou quelque chose comme ça, c'est pas trop possible. Donc un 4. ouais, 4. Voilà nos avis en tout cas sur les films qu'on vous a présentés. N'hésitez pas à nous donner les vôtres en commentaire, à nous dire justement si on a peut-être raté des films dont vous auriez aimé qu'on parle. On vous remercie pour nous avoir écoutés sur cette vidéo et on se retrouve avec beaucoup d'entrain pour la prochaine. Ciao. Ciao. Allez. On emballe. Tu vois, ça a été rapide. Je pense que c'est la vidéo, le tournage le plus efficace. Tu sais pourquoi elle a été rapide? Parce qu'on a eu une répète.